Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous partageant les actualités et les informations qui ont retenu notre attention dans la région, suivies d'une entrevue avec M. Mohamed Aouch, directeur général de l'organisme Mille et une rues, qui nous dresse un portrait des enjeux des nouveaux arrivants dans la vallée. Madame Diane Morneau, mairesse suppléante de Carignan, nous partage les détails de la toute première édition de l'événement Répare ensemble. M. Jérémy Letellier, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, nous explique l'impact de l'arrivée de Nordvolt sur la zone agricole. Mme Nadine Villot, mairesse de Belleuil, revient sur la séance du conseil municipal du 26 février dernier. Et finalement, la préfète de la MRCVR, Mme Marilyn Nadeau, nous partage les faits saillants de la dernière séance du conseil. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR9. Pour la semaine de relâche, la ville de Belleuil offre aux citoyens plusieurs activités qui plairont aux petits en plus d'un camp de jour. Des journées colorées attendent les enfants lors du camp de jour, durant lequel ils auront la chance d'explorer leur créativité. Les inscriptions sont présentement en cours sur le site de la ville. Vous trouverez également des ateliers et des activités gratuites à l'Aréna André-Saint-Laurent. Finalement, la ville de Belleuil, faisant partie de la CMM, vous bénéficiez de 25 % de rabais pour les 5 musées d'Espace pour la vie durant la relâche. En collaboration avec Patrimoine Hilaire-Montet, la ville est fière d'annoncer le retour des visites guidées au manoir Rouville-Campbell. Suite à la popularité des visites durant les fêtes, Mont-Saint-Hilaire souhaite offrir à d'autres intéressés l'occasion de prendre part à l'une des visites guidées qui auront lieu au mois de mars et avril prochain. Un coût de 7 $ par personne sera payable à l'entrée en argent comptant seulement. Et l'ensemble des profits recueillis sera remis à Patrimoine Hilaire-Montet. Rendez-vous sur le site de la ville pour réserver. La ville de McMasterville souhaite rappeler à sa communauté qu'elle offre 2 programmes d'aide financière, soit pour l'achat de couches lavables et de produits d'hygiène personnelle durables. Le programme d'aide financière a pour but de promouvoir l'utilisation de produits d'hygiène personnelle durables pour les familles résidant sur le territoire de McMasterville afin d'encourager la réduction des déchets à la source et l'utilisation de produits à usage unique. La ville de McMasterville accordera un remboursement de 50 % du coût total d'achat de produits d'hygiène personnelle durables, et ce jusqu'à un montant maximum de 100 $ de remboursement par demandeur. Une seule demande peut être présentée par personne, et ce pour une durée de 3 ans. Pour le programme de couches lavables, McMasterville offre un remboursement de 50 % à l'achat de minimum 18 couches pour un total de maximum 150 $ par enfant. La ville de Carignan est ravie d'annoncer le début des inscriptions pour le défi Carignan 2024. Cet événement sportif tant attendu se tiendra le samedi 4 mai 2024 avec des activités pour tous les âges et niveaux de conditions physiques. Le défi Carignan propose une variété de courses du 1 km pour les enfants au 10 km pour les coureurs aguerris. Pour participer, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en visitant le site web officiel. Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre place dès que possible. C'était vos actualités TVR9. On accueille en studio M. Mohamed Aouch, qui est directeur général de l'organisme Mille et une rues, pour discuter de la réalité des nouveaux arrivants dans la région. Bonjour, M. Aouch. Bonjour, Andrea. Donc, en ce moment, à quoi ressemble le portrait de l'immigration dans la vallée du Richelieu? Ce qu'on observe dans la vallée de Richelieu, et nous on couvre aussi la ville de Saint-Bruno, on remarque qu'il y a des nouveaux statuts qui n'étaient pas avant. Si on parle de travailleurs temporaires, des travailleurs avec des statuts un peu particuliers, avec un permis fermé, avec un permis ouvert, et des demandeurs d'asile, plus l'immigration classique qu'on connaissait avant, comme les résidents permanents par exemple, et les étudiants. Donc, il y a beaucoup plus de statuts qu'il y a quelques années. Oui, il y a différents statuts et chaque statut a sa particularité et sa difficulté aussi dans l'intégration. Oui. Puis, quelles sont vos observations sur le terrain? C'est quoi les plus grandes difficultés que les nouveaux arrivants doivent faire face? La réalité, déjà, ça a changé après la COVID, je dirais. Déjà, on a déjà de la difficulté pour trouver un logement pour les citoyens qui sont là depuis
depuis longtemps. Alors quelqu'un s'y arrive d'ailleurs parce qu'il est lié par un contrat de travail dans une entreprise, pour lui trouver un logement, c'est très compliqué. Pour trouver des places dans les garderies aussi, c'est très compliqué pour trouver une place dans les garderies. Plus l'isolement, plus ils ne connaissent pas les ressources. Ça, c'est un travail qu'on fait en partenariat avec d'autres ressources. Par exemple, si on parle ici dans la région de la Vallée, on a Intégration Compétences, qu'on travaille en collaboration avec eux, pour référer, accompagner ces nouveaux arrivants, pour aller chercher un agent d'intégration, pour chercher un travail, pour chercher aussi conseil en orientation s'il veut changer par exemple de job ou veut changer ou chercher par exemple une place à l'école pour la francisation ou des places aussi à l'école pour les enfants. Oui, parce que des écoles qui offrent des programmes de francisation dans la région, il y en a très peu. Oui, on peut nommer par exemple l'école des adultes pour la francisation, mais moi ce que j'ai remarqué aussi, la francisation, ça commence par un niveau un peu plus élevé que les gens par exemple qui sont d'origine chinoise ou russophone, qui ne connaissent pas vraiment l'alphabet français. Par contre, les hispanophones, ça va plus vite un peu. Peut-être il faut créer une classe avant la francisation, comme une classe d'accueil, par exemple. L'alphabétisation, par exemple. Ah oui, OK, vraiment, pour apprendre la base. Exactement. Et après, dans l'école aussi, dans les écoles pour les enfants, aussi, il manque des classes d'accueil. Parce qu'ailleurs, par exemple, si on nomme à Montréal ou à Longueuil, il y a des classes d'accueil pour les nouveaux arrivants. Ils commencent à apprendre le français, puis intégrer une classe normale. Puis c'est quoi le travail spécifique que Mille Rue fait pour aider ces gens-là? Le travail qu'on fait, c'est vraiment la création de liens avec les différentes communautés. On a un travailleur dédié à ça, spécialisé pour les communautés ethnoculturelles, pour aller chercher ces gens-là dans leur communauté, expliquer c'est quoi les ressources, comment ça fonctionne, faire la promotion des ressources et travailler en collaboration pour chercher une meilleure intégration pour les nouveaux arrivants. Oui. Et pour terminer, des fois, il y a des manières de communiquer l'information par les employeurs qui font en sorte que les gens arrivent ici puis n'ont pas nécessairement là, les bonnes informations. Exact. On siège aussi sur la table de concertation immigration. Et ça, c'est un sujet que j'ai ramené parce qu'il y a différents partenaires aussi. Il y a un représentant du ministère de l'Immigration pour sensibiliser un peu à ce point-là parce qu'il y a des entreprises qui recrutent à l'international. On a un manque de main-d'œuvre. Ils vont recruter à l'international, mais après, les recruter, les employés qui arrivent ici, ils ne savent pas vraiment c'est quoi le coût de la vie ici parce que si on parle d'un salaire annuel X, et ils parlent de brut, eux, ils ne savent pas qu'il y aura d'impôts dedans, et c'est quoi le net de ce chiffre-là. Et en arrivant ici, combien ça coûte un loyer, combien ça coûte l'épicerie, la garderie, combien ça coûte. Alors, ils ne savent pas tout ça. Alors, il arrive ici, hop, surprise, il n'arrive même pas à boucler son fin du mois. Oui, donc c'est une réalité qui semble loin de nous, mais la Vallée est directement touchée également par ces enjeux-là. Merci, M. Haouch, de nous avoir éclairé sur le portrait de l'immigration dans la région. Avec plaisir. Merci. Le 27 avril prochain aura lieu la toute première édition de l'événement Répare Ensemble et on est avec Mme Diane Morneau, mairesse suppléante de Carignan, pour nous en parler. Bonjour, Mme Morneau. Bonjour. Donc, d'où ça vient cette initiative-là, puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'événement Répare Ensemble? C'est une initiative citoyenne qui a été inspirée de l'année dernière, en octobre 2023. J'avais publié sur mon Facebook des statistiques concernant la réparabilité. Et Équiterre annonçait alors qu'un citoyen sur 5 faisait la réparation de petits électroménagers ou de petits électroniques. Ça l'a inspiré mes citoyens qui échangent et qui ont levé la main puis ont dit on devrait faire ce genre d'événement-là. Alors, j'ai une dame du nom d'Emmanuelle Rousseau qui s'est portée volontaire pour organiser ça. Et donc, on va le faire la semaine de la Terre, donc à la fin avril, pour une première fois. Oui, donc c'est une belle façon de souligner le Jour de la Terre. Donc, une initiative citoyenne. Et quel type d'objet est-ce qu'on peut amener à l'événement?
Ils ont pris le soin d'identifier le type parce que n'importe quoi pourrait être emmené. Alors, j'ai une belle liste des petits appareils électroniques, des petits appareils électriques. On a aussi des lampes, des jouets, des objets à coller, des machines à café, portables, imprimantes, téléphones intelligents. On a aussi une couturière qui va être là. Donc, des poches trouées, des coutures défaites, des boutons, des ourlets, des réparations mineures, finalement, là, à tout vêtement. Mais un peu de tout. Oui. Et donc, on se présente là. Est-ce que c'est un événement qui est gratuit? Oui, c'est gratuit. Les dons volontaires sont bienvenus parce que chacun de nos bénévoles, on en a 6 là, qui ont confirmé qu'ils vont venir pour réparer. Ces bénévoles-là vont arriver avec leur kit, tu sais, de la colle, du fil, etc. Fait que donc, si la personne qui a une réparation est contente, peut laisser une petite contribution, ça serait fort apprécié. Et ça a lieu à la Maison des Générations. Exact. Et c'est un peu ça l'objectif de cette maison-là. Absolument. C'est un endroit où est-ce qu'on a des activités communautaires. Ce n'est pas juste des cours organisés par des professionnels. Si les citoyens veulent organiser quelque chose parce qu'ils ont un talent qu'ils veulent partager avec les autres, que ce soit en cuisine, parce qu'on a une cuisine tout équipée, alors que ce soit en cuisine, que ce soit musical, que ce soit toutes sortes c'est vraiment un lieu polyvalent. Et donc, ça sert à ça. Puis, c'est les citoyens qui lèvent la main quand ils ont quelque chose à partager. Oui. Et pour l'événement Répare Ensemble, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un objet soit réellement réparé? Est-ce que vous avez des statistiques à l'appui? Si moi, j'ai, par exemple, un ordinateur ou quelque chose que j'amène, c'est quoi les chances que ça se fasse réparer? Bien, les chiffres qui circulent concernant les Repair Cafés, hein, parce que on n'est pas les premiers, là. Les Repair Cafés, les statistiques disent environ 60 des objets qui sont apportés sont réparés. Fait que donc, si on peut aider pour un autre 3 personnes, bien, on aura des réparations pour 4 sur 5, ce qui est excellent. Oui, définitivement. Donc, on le rappelle, le 27 avril prochain, de 10h à 12h30, à la Maison des Générations. Merci, Mme Morneau, d'être passée en studio. Merci de m'avoir accueillie. Après la pause, M. Jérémy Letellier, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, nous partage ses préoccupations suite à l'annonce de compensation exigée à Nordvolt pour la destruction des milieux humides sur le terrain. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. Le 30 janvier dernier, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie a émis un communiqué soulignant ses préoccupations quant aux mesures de compensation exigées à Nordvolt suite à la destruction de milieux humides sur le territoire de l'usine. Et on est accompagné aujourd'hui de M. Jérémy Letellier, qui est président de la Fédération. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à émettre ce communiqué-là? C'est quoi vos préoccupations? Dans le fond, c'est que l'avis du ministère de l'Environnement dicte que Nordvolt, effectivement, va pouvoir détruire 13 hectares de milieux humides sur le site de l'usine, moyennant une compensation. Habituellement, étant donné qu'on détruit un milieu humide mature pour en créer un qui n'est pas créé généralement, bien, on parle d'une mesure de compensation probablement de 3 à 4 pour 1. Donc, on s'attend peut-être à une cinquantaine d'hectares de milieux humides qui doivent être recréés. Et dans l'avis, c'est écrit dans la mesure du possible, à proximité du site de l'usine. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que ça ne peut pas aller ailleurs qu'en territoire agricole. Ce ne sera pas à 116, ce ne sera pas en plein milieu de Brossard. Ça va se faire vraiment proche de l'usine. Donc, ça a un impact sur le territoire agricole. Donc, depuis le début, bien, on voyait que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas besoin de dézonage pour l'implantation de Nordvolt. La donnée vient de changer avec cette nouvelle-là, où ce qu'on voit qu'il va y avoir des impacts sur le territoire agricole quand même. C'est ça, donc un impact direct. Est-ce qu'il y a beaucoup de terrains agricoles qui sont disponibles dans la région ou, selon vous, ça serait difficile de trouver un terrain de cette superficie-là? Bien, c'est pas tant la disponibilité, je veux dire, tout le monde a son prix. Nordvolt est peut-être capable d'en acheter un. C'est plus le principe de retirer des superficies à l'agriculture pour en faire des milieux humides.
Le territoire agricole est extrêmement... Il y a beaucoup de pression sur le territoire agricole, particulièrement en Montérégie. C'est ici qu'on a les meilleurs sols, avec les meilleures conditions climatiques pour pratiquer l'agriculture. Mais en même temps, c'est ici qu'il y a le plus de pression. On a 350 demandes de dézonage par année juste en Montérégie. Si en plus on arrive avec des mesures comme ça, où on dit qu'il faut limiter la perte de terrain agricole pour des milieux commerciaux, industriels, résidentiels, mais de l'autre côté, on s'en sert pour créer des milieux humides pour compenser des projets de développement industriel, bien là, on fait juste transférer le problème. Oui, vous l'avez nommé, la pression, elle est vraiment grandissante là, sur les terrains en zone agricole. Et vous, le rôle de la Fédération, comment vous faites pour protéger ces terres-là? Nous, dans le fond, succinctement, on est le chien de garde de la loi de la protection du territoire agricole. Donc, le fonctionnement de la loi, il est assuré par la Commission de la protection du territoire agricole et le rôle de l'Union là-dedans, qui est inscrit dans la loi, c'est de commenter les demandes de dézonage selon une série de critères. Donc, il y a 11 critères que le promoteur doit démontrer que l'impact est limité s'il veut obtenir un dézonage. Puis nous, on dit, bien, si vous voulez mettre en place ce projet-là, bien, tel critère, il y a cet impact-là, tel critère, il y a cet impact-là. Donc, c'est l'ensemble des impacts qu'il y a sur le territoire et les pratiques des activités agricoles qu'on souligne devant la Commission. Mm-hmm. Puis dans un cas comme Nordvolt, en ce moment, les conditions ont été listées. On le sait, bon, l'entreprise va devoir acquérir une terre, idéalement en Montérégie, idéalement là, près de la rivière Richelieu. Si jamais il n'y a pas de terre disponible, il pourrait avoir à sortir de la région. Mais comment est-ce que, de votre côté, quelles ressources vous avez pour défendre ça, pour vous assurer là, que ça impacte le moins possible la zone agricole? Ce qui arrive actuellement, c'est qu'on est dans une espèce de flou juridique. Donc, il y a une cause qui est pendante, qui est en appel actuellement. Un organisme de conservation avait acquis une terre pour en faire justement un site de conservation. Nous, on a dit qu'il faut que la Commission se penche quand même sur le dossier, parce qu'on pense que ce n'est pas de l'agriculture, faire des activités de conservation. On a gagné cette cause-là, mais ça a été porté en appel. Donc, jusqu'à maintenant, on est comme dans un flou tout de suite à savoir, est-ce que le promoteur qui achète un terrain pour faire de la conservation ou des milieux humides doit passer par la Commission ou s'il peut le faire, puis il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. Donc, on va définitivement continuer à suivre le dossier. Merci, M. Letellier. Bien, merci à vous. On a le plaisir d'accueillir Mme Nadine Viault, mairesse de Belleuil, dans nos studios pour une rencontre mensuelle. Donc, c'est un nouveau rendez-vous qu'on s'est donné pour revenir sur les séances du Conseil. Bonjour, Mme Viault. Bonjour. Bien, je veux vraiment vous remercier, TVR9. Vous êtes un fier collaborateur. C'est très, très intéressant comme espace que vous nous laissez pour qu'on puisse vulgariser plein de points des séances de nos conseils là, qui souvent passent dans la mythe, comme on dit. Donc, premier point, eh bien, c'est concernant l'acquisition de nouveaux terrains pour la future école primaire. Oui, ça, c'est un dossier qu'on attendait depuis vraiment longtemps. Là. En fait, là, ça fait 4 ans qu'on attend d'officialiser tout ça. Donc, en séance lundi, on a réussi à aller par résolution là, ficeler les promesses d'achat, puis faire le lotissement aussi pour le prolongement de Serge Pépin jusqu'à Paul Perrault. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui s'en viennent. On n'a pas fini légalement là, toute la démarche de négociation, mais on est vraiment à quelques secondes là, d'y arriver. Donc, j'ai bien confiance que dans les prochains jours, on va pouvoir officiellement prendre possession des terrains pour par la suite les offrir au centre de services scolaires pour qu'ils puissent construire la nouvelle école. Oui, donc très bonne nouvelle. Oui. Il y a également un nouveau programme d'accès pour les personnes vulnérables. Ah, mais ça, là, ça fait 2 ans qu'on le souhaitait. On voit qu'on a beaucoup de personnes vulnérables sur le territoire de Belleuil. Ce projet-là, il est extraordinaire parce qu'il va permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire d'accéder à des cours offerts par la Ville, de pouvoir aussi bénéficier d'espaces dans les camps de jour pendant l'été. Puis on va soutenir aussi les organismes communautaires, nos partenaires qui vont pouvoir faire la même chose avec leur programmation. Alors, très beau programme qui ne touche pas seulement les gens à faible revenu, qui peut aussi toucher une famille qui, de façon momentanée ou ponctuelle, vit une situation de vulnérabilité. Donc, c'est par entrevue que les gens vont pouvoir accéder à ces ressources-là. C'est super intéressant. J'invite vraiment les gens à prendre connaissance de notre projet. Oui. Ensuite, il y a un projet d'optimisation pour tout ce qui touche à la diffusion des avis publics. C'est un grand enjeu, je pense, à travers le Québec. Les avis publics, c'est pas facile, c'est pas sexy, on comprend pas. C'est souvent un numéro de règlement
associé à un titre qu'on ne comprend vraiment pas. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a l'obligation légale de mettre ce fameux titre de règlement-là, mais on peut avoir l'opportunité aussi de vulgariser certains éléments. Donc, on veut venir jouer sur la façon de présenter les avis publics, puis les endroits aussi où ça va se faire. Donc, dans nos infolettes, 2 fois par mois, on va pouvoir avoir la série des avis publics. On revient aussi avec des bandeaux dans le journal local. Et puis, on va mettre à l'hôtel de ville aussi, là, on va avoir vraiment un détail. Mais c'est ça, en vulgarisant nos avis publics, c'est vraiment un souhait de transparence qu'on veut pour la population. C'est vraiment bien. Puis, la collaboration qu'on a avec TVR9 fait aussi partie de la stratégie aussi de vulgariser un petit peu tout ça puis de rendre accessible les changements, les décisions qu'on a à prendre là, pour que les citoyens soient plus informés. Et d'ailleurs, il y a une assemblée de consultation publique le 25 mars prochain. Oui, on l'a annoncé lundi. En fait, ça, c'est dans le cadre d'une demande de modification de zonage dans la zone H101. Là. Cette zone-là, en fait, c'est tout près la rue Hubert, où on retrouve l'école Saint-Mathieu, l'ancien bâtiment des Chevaliers de Colomb. Donc, ça touche principalement cet endroit-là. Les nouveaux propriétaires, c'est l'organisme L'Arche, souhaitent pouvoir faire de la location de salles et tout ça. Donc, ça demande un usage commercial qui n'est pas autorisé actuellement dans ce secteur-là. Fait que c'est la raison pour laquelle on fait une demande de modification de zonage. Il va y avoir consultation publique le 25 mars prochain. Et pour finir, il y a une toute nouvelle convention collective avec les employés étudiants du camp de jour. Oui, en effet, la Ville embauche environ 75 étudiants l'été pour les camps de jour. Il y a une convention, ils sont syndiqués. Alors, bonne nouvelle pour 7 ans. On vient d'améliorer les conditions de travail de nos employés étudiants avec fierté. Puis, ça nous a permis aussi de pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'espace on va pouvoir accueillir une 50aine d'enfants de plus par semaine cet été grâce à cette nouvelle convention-là. Donc, on est bien content de tout ça. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, donc une très bonne nouvelle encore une fois. Merci, Madame Villot, d'être venue dans nos studios. Puis on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils vont pouvoir avoir un résumé de la séance du Conseil dans notre émission Conseil en bref. Merci. On accueille en studio la préfète de la MRCVR, Madame Marilyn Nadeau, et mairesse de Saint-Jean-Baptiste pour revenir sur la dernière séance du Conseil qui s'est faite sous le signe de la culture. Et oui, nous en sommes bien fiers parce que nous avons pu soutenir 2 organismes de la région, dont la Route des Arts du Richelieu. Nous les avons soutenus à la hauteur de 20 000 $ pour leur mission première qui est de développer la culture sur notre territoire. Et le deuxième organisme est la Grande Trappe. Donc, c'est pour la deuxième phase de notre fameux conte qui a su parler de lui-même. C'est Animalis Encantus. Donc, nous avons octroyé justement le contrat là, pour qu'il puisse développer la suite. Et il y a une aide aussi du côté de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui a été octroyée. Oui, nous en sommes fiers parce que c'est la maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Donc, c'est pour relancer leur maison Eulalie du Rocher et un parc ludique qu'on va pouvoir en profiter dès l'été 2024. Donc, c'est à la hauteur de 50 400. Donc, c'est vraiment intéressant là, que les petites communautés comme ça puissent continuer à se réaliser là, sur notre territoire. Totalement. Et il y a d'autres décisions et appuis qui ont été faites lors de cette dernière séance, notamment un soutien financier au club de canotage. Oui, qu'on connaît, qui ont fêté leur 100e il y a déjà 2 ans. Donc, nous voulons les soutenir à la hauteur de 20 000 $ pour leur projet La descente sur le Richelieu, qui aura lieu le 21 septembre prochain. Donc, c'est un rendez-vous et nous sommes fiers d'appuyer ce projet-là. Également, par rapport au plan climat, donc on en parle, on reçoit des maires, des mairesses ici dans nos studios, les changements climatiques et les actions, c'est bien important. Donc, qu'est-ce que la MRCVR va faire là, par rapport à ça? En fait, c'est une entente qu'on a eue avec le MAMACH, comme on dit, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on est venu à une entente pour qu'on puisse travailler ensemble notre plan climat. Puis c'est une convention d'aide financière qui va nous être octroyée pour pouvoir aider justement ce plan climat-là. Puis chaque municipalité et ville
peut adopter le leur. Nous, on vient soutenir l'ensemble. Donc, enfin, c'est des actions communes qu'on va pouvoir faire dans notre belle vallée du Richelieu. Oui. Maintenant, du côté des entrepreneurs, il y a le défi Ose entreprendre qui bat son plein, là, les appels de candidature. Effectivement, puis nos conseillers de la MRC dans le développement économique peuvent les aider à déposer leur candidature avant le 12 mars prochain. Et puis, ça peut interpeller autant nos entrepreneurs que nos jeunes du primaire jusqu'à l'université. Donc, vraiment, puis c'est vraiment propulsé à travers le Québec. Et on est chanceux dans la vallée. Nous avons eu déjà des gagnants. Et le congé scolaire vient tout juste de débuter. Il y a des activités pour les familles. Oui, au grand plaisir des parents de pouvoir tenir occupé leur enfant. En fait, on offre une activité gratuite à partir de cahiers que vous pouvez aller récupérer sur touristvallée-du-richelieu.ca. Donc, vous pouvez aller voir ce cahier-là qui traite en fait sur le conte fantastique La Petite Apathie, qui a été dévoilé durant la tournée des Incantations. Donc, vraiment, c'est une activité à ne pas manquer sur notre site Internet. Là, vous pouvez aller voir les informations. Définitivement. Puis en plus, avec la météo qu'on prévoit, il va pas falloir manquer d'activités durant la semaine de relâche. Exactement. Donc, une par jour, ça va vous tenir occupé. Merci, Mme Nadeau. Au plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite à vous inscrire sur notre plateforme tvr9endirect.com pour avoir accès à une foule d'informations sur le dossier Nordvolt, dont la séance d'information publique de McMasterville qui a eu lieu le 28 février dernier. Vous y retrouverez également des entrevues, notamment avec M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement du Québec, ainsi qu'avec les hauts dirigeants de Nordvolt, dont M. Paolo Ciruti et Laurent Terrien. Les deux maires des villes concernées dans le dossier Nordvolt, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, nous ont également accordé des entrevues longues que vous retrouverez sur le tvr9endirect.com. Sur ce, bonne semaine à tous.